Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Prep Dads Podcast, 3e épisode de l'année. Et ici, on parle de nutrition, d'entraînement, de bodybuilding et de tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à votre développement personnel. Je m'appelle Louis, vous me connaissez sous le nom de The Prep Dad et je serai votre hôte durant tout ce podcast. J'ai un master en sciences et plus particulièrement en sciences de la nutrition du sport, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tenter ensemble de tout comprendre à la perte de poids. Si je décide de faire ce podcast, c'est car c'est un des sujets, je pense, alors j'ai pas envie de dire les plus controversés, mais dont beaucoup de personnes parlent, mais très peu en détail, et donc je vais essayer de faire le podcast le plus complet à ce sujet pour que vous compreniez réellement ce que cela implique, et plus précisément, on va voir en différentes parties ce qu'est réellement la perte de poids. Donc, on va tenter de comprendre les principes fondamentaux autour de la perte de poids. En partie 2, on va tenter de comprendre les facteurs impactant la perte de poids. En partie 3, les méthodes et les stratégies que vous pourriez mettre en place sur vous ou vos clients si vous êtes coach pour qu'ils perdent du poids ou pour perdre du poids. Et enfin, on verra tout simplement comment prévenir de la reprise de poids, car il y a ce fameux mythe de 95% des personnes qui font un régime reprennent le poids ensuite. Et on parlera également d'adhésion à long terme, car c'est ce qui compte. Donc voilà les parties du podcast. D'ailleurs, pour les personnes qui le regardent sur YouTube et qui ne l'écoutent pas, vous pouvez voir que je suis dans un nouveau décor. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce nouveau décor. Je le trouve vraiment bien pour parler de sujets sérieux et pour faire des podcasts tout seul. Je trouve ça un petit peu plus sympa pour être concentré sur le sujet. Donc déjà, juste en introduction, j'aimerais juste définir ce qu'est la perte de poids. Et il faut différencier perte de poids et perte de masse grasse. Et en réalité, dans le podcast ici, quand je parle de perte de poids, je parle de perte de gras. Parce que si on parle de perte de poids, on pourrait parler de perte de l'eau, du muscle, de la masse osseuse ou même de la masse due à vos selles. La perte de graisse, c'est la réduction des tissus adipeux. Donc lorsque l'on parle de perte de gras ou lorsque vous voulez perdre du poids, on parle de perte de gras. Vous ne voulez pas perdre du poids, vous voulez perdre de la masse grasse. Et cette distinction, encore une fois, ça va vous permettre sûrement d'interpréter correctement, et on le verra un petit peu après, vos résultats et de ne pas être frustré à certains moments si votre poids corporel, on va dire, ne descend pas. Dans la mesure où beaucoup d'entre vous utilisent une balance uniquement et pas d'autres marqueurs dont on va parler. Si vous utilisez uniquement une balance et que vous vous fiez uniquement au poids et que vous ne voyez le poids comme seule victoire, alors là, ça pourrait potentiellement être un problème. Et donc, je vous ai déjà mentionné les sujets juste avant. Et l'objectif ici, en réalité, c'est de vous fournir une compréhension approfondie et pratique, surtout pratique, de la perte de poids basée sur des principes scientifiques solides. Le but ici, ce n'est pas de vous raconter des anecdotes. Le but ici, c'est de vous dire ce que l'on sait et ce que vous pouvez potentiellement faire. Et je le rappelle également, lorsque je fais ces podcasts, que ce soit moi seul ou avec des invités, ça reste le reflet de mes réflexions personnelles. Ce n'est pas une vérité générale. Je vous conseille de vous informer. Lorsqu'il s'agit notamment de plans alimentaires de perte de poids, etc., je vous suggère également d'être encadré par quelqu'un de compétent, de qualifié dans ce domaine-là. Donc ça, c'était la première chose que je voulais aborder au cours de ce podcast. Et également, si je le fais, c'est tout simplement car ce que je vois en coaching, c'est souvent, que ce soit avec mon équipe The Prep Family ou avec moi-même, la plupart des personnes qui viennent vers nous, c'est l'objectif premier. C'est-à-dire que l'objectif à moyen long terme, souvent pour beaucoup de personnes, c'est de prendre en masse musculaire, mais l'objectif à court moyen terme, c'est de perdre en masse grasse. Ça peut être fait très rapidement, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte et souvent c'est entre 3 et 6 mois, on a des résultats relativement satisfaisants d'ailleurs pour les personnes qui se demandent et pour les personnes qui souhaitent être coachées par mon équipe ou moi-même. Le lien est dans la description. Donc déjà, faut tenter de parler d'une chose et ça sera on va parler des principes fondamentaux de la perte de poids. Ça, c'est la première partie. Et il y a non pas 3 principes, mais 3 éléments dont on va parler.
On va parler du déficit calorique, on va parler des macronutriments et on va parler de l'importance de l'adhésion. La première chose par rapport au déficit calorique, et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour perdre du poids, il est nécessaire de créer un déficit calorique, c'est-à-dire de consommer moins de calories que le corps n'en brûle. Votre corps, il a besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner correctement. Ce nombre, il va varier en fonction notamment de votre âge, de votre sexe, de votre niveau d'activité physique, de votre composition corporelle. Si vous consommez plus de calories que ce que votre corps n'en brûle, vous prendrez du poids. Si vous consommez moins de calories que votre corps n'en brûle, vous perdrez du poids. Ici, vous voyez, je parle de poids, je ne parle pas de masse grasse. Ça inclut de la masse grasse, mais si vous n'avez pas une répartition en macronutriments suffisante et un entraînement suffisant, vous pourriez potentiellement perdre du muscle. Mais, là, ce que je viens de vous dire, le déficit calorique, la balance énergétique, on ne peut pas changer cela. Je suis désolé, et j'en ai parlé récemment sur Instagram, il y a encore des personnes, là, quand je tourne ce podcast, on est en 2025, qui expliquent que le déficit calorique, c'est pas ce qui compte pour la perte de poids. Si, c'est ce qui compte pour la perte de poids. Un déficit calorique, des personnes qui ne croient pas au déficit calorique en 2025, c'est comme des personnes qui m'expliquent que la Terre est plate. Alors, je suis désolé si vous pensez que la Terre est plate, mais je pense qu'on a actuellement suffisamment de preuves pour dire que non. Et c'est exactement la même chose par rapport au déficit calorique. Je vois ça de la même manière. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Les personnes souvent qui vous expliquent que c'est pas ce qui compte en premier, etc., ce sont des personnes qui tentent de vous vendre une méthode. On en a déjà parlé dans un podcast, le deuxième que j'ai fait, je crois, sur ma chaîne YouTube. Allez l'écouter, mais n'oubliez pas, principe et méthode sont des choses différentes. Le principe, ici, balance énergétique, déficit calorique, vous êtes en déficit calorique, vous perdez du poids. Je ne dis pas que c'est simple à faire, j'évoque un fait. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, ce qu'on va se demander maintenant, c'est là, on parle de déficit calorique, mais pour la perte de poids, comment créer un déficit calorique? Et la réalité, c'est qu'il existe deux façons fondamentales, principales, pour créer un déficit calorique. Soit réduire l'apport calorique, par exemple en consommant moins de nourriture, en choisissant des aliments moins caloriques ou en combinant les deux. Ou, donc, première façon de créer un déficit, c'est ce que je viens de vous évoquer. La deuxième façon, c'est d'augmenter la dépense énergétique. Et ça peut être fait en augmentant l'activité physique, en faisant de l'exercice plus souvent, en augmentant l'intensité également. Ça peut augmenter votre dépense calorique. Y a-t-il une meilleure façon de créer un déficit calorique? Pas vraiment, mais en réalité, il faut combiner ces deux approches pour souvent tenir sur le moyen long terme. Vous pourriez très bien réduire votre apport calorique de 250 calories par jour et augmenter votre dépense énergétique de 250 calories par jour, ce qui vous permettrait de créer un déficit calorique de 500 calories par jour. Tout ça, ça viendra dépendre de votre préférence personnelle. Il y a des personnes qui ont envie de réduire très peu leur alimentation et d'augmenter énormément leurs dépenses. C'est quelque chose qui peut être respectable. Il y a des personnes qui ont envie d'augmenter un peu leurs dépenses, mais c'est peut-être plus dur pour elles. Par exemple, elles ont un travail extrêmement prenant. Il y a des personnes qui travaillent 70 heures par jour. Alors non, ça, c'est pas possible. Il y a des personnes qui travaillent 70 heures par semaine. Ça existe. Et donc, peut-être que vraiment diminuer l'alimentation, c'est la meilleure option pour elles. La préférence personnelle, c'est toujours ce qui règne lorsque l'on parle de toute façon de nutrition en réalité. Et ça, c'était le premier point, c'était autour du déficit calorique. Le deuxième point, c'est autour des macronutriments. Les macronutriments, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les nutriments que nous consommons en grande quantité et qui fournissent l'énergie nécessaire à notre corps. Ils sont essentiels à la perte de poids, de masse grasse, car ils influencent en grande partie notre métabolisme et surtout notre satiété et notre composition corporelle. On a évidemment les protéines qui sont cruciales pour la construction et la réparation des tissus musculaires. Potentiellement, dans certaines mesures, même si aujourd'hui c'est relativement discuté, on pourra en reparler dans un autre podcast, ça pourrait potentiellement aider à la sensation de satiété, ce qui peut aider à contrôler l'appétit et réduire l'apport calorique global. Elles ont l'effet thermique le plus élevé que les glucides et les lipides, ce qui signifie que le corps brûle plus de calories pour les digérer. Des exemples de protéines, si vous n'en avez pas, des viandes maigres, par exemple du bœuf, de la volaille, du poisson, des œufs, des légumineuses, les produits laitiers, ça peut être des sources intéressantes.
Le deuxième macronutriment dont on pourrait parler, ce sont les glucides. Ça peut être important de choisir notamment des glucides riches en fibres, car c'est très important pour la santé. Augmenter son apport en fibres, ça diminue souvent le risque de mortalité toutes causes confondues. Ils sont digérés plus lentement potentiellement là où on a des fibres. Ça peut aider également, même chose, à la satiété lors d'un déficit calorique. Les exemples des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses. Il n'y a aucun problème à consommer des céréales complètes. Je pense qu'on en parle également dans le deuxième podcast de cette chaîne YouTube. Allez le regarder si ce n'est pas fait. Ça s'appelle les méthodes en nutrition. Et troisième macronutriment, les lipides. Ils sont plus caloriques que les glucides et les lipides, que les glucides et les protéines. Les glucides et les protéines, c'est 4 calories pour 1 gramme. Lipides, c'est 9 calories pour 1 gramme. Et donc, ce qu'on veut surtout, c'est des acides gras mono-insaturés, polyinsaturés, de l'huile d'olive, de l'avocat, des noix, des graines, des poissons gras. Ça doit être un petit peu la base de votre alimentation. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne devez consommer que ça, mais ça vous donne des idées d'aliments. Donc ça, c'était le deuxième point. Ces macronutriments influencent votre composition corporelle. C'est notamment pour ça qu'on veut maintenir suffisamment de protéines pour cette raison, de glucides pour la performance. Si vous avez de bonnes performances à la salle, un bon entraînement en résistance, suffisamment de protéines, vous avez sûrement une bonne rétention de masse maigre et pour la santé, avoir un minimum de lipides acceptable. Ça, on en parle dans le podcast « Construire sa diète ». Le troisième point autour des principes fondamentaux de la perte de poids, c'est l'importance de l'adhésion. Et l'adhésion, c'est-à-dire la capacité à suivre un régime alimentaire sur le long terme, c'est le facteur le plus important pour la perte de poids. Le long terme, j'entends la durée suffisante pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. C'est essentiel de trouver un mode alimentaire, un régime alimentaire. Alors, par régime alimentaire, j'entends la manière dont vous structurez votre alimentation, qui soit durable et agréable pour vous, car si c'est trop restrictif ou trop difficile à suivre, c'est voué à l'échec. Des exemples pour aider à l'adhésion, ça serait de se fixer des objectifs qui sont réalistes. Si vous êtes avec un coach, c'est le rôle du coach de vous aider avec ça, que ce soit avec une première consultation de coaching, nous c'est ce qu'on fait avec The Prep Family, ou que ce soit au cours du coaching. Se fixer des objectifs réalistes, c'est la première chose. Et réellement, avoir une idée de ce que l'on veut et tenter de voir, si vous vous coachez vous-même, tentez de voir ce qui semble être possible. La deuxième chose, pour mieux adhérer, lorsqu'il s'agit d'alimentation, choisissez des aliments que vous aimez. C'est plus facile de suivre, encore une fois, un régime alimentaire si vous appréciez les aliments que vous consommez. Ne vous forcez pas à manger des choses que vous n'aimez pas. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, par exemple, les légumes. Alors, essayez de trouver ou de cuisiner les légumes d'une manière dont vous pourriez potentiellement les aimer. Mais, bon, vous avez compris l'idée. La troisième chose, ça serait, pour mieux adhérer, potentiellement de planifier ses repas. On sait qu'encore une fois, planifier ses plats, préparer ses plats en avance, ça aide encore une fois à peut-être moins avoir d'éléments, on va dire, impulsifs dans son alimentation et faire des choix alimentaires également, on va dire, plus sains ou du moins plus alignés avec votre objectif. Et quand je dis également planifier vos repas, choisissez un nombre de repas souvent qui vous convient, une structure qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de manger 6 repas, 8 repas pour perdre du poids. Souvent, j'ai pas envie de dire c'est loin d'être optimal, mais ça l'est. Car si vous avez moins de calories, vous avez sûrement envie d'avoir des repas plus satisfaisants. Après, au contraire, je connais des personnes qui aiment juste manger plus souvent. Donc, on va dire, entre 3 et 6 repas, c'est peut-être quelque chose d'acceptable pour vous. Et enfin, je pense un des points pour bien adhérer, c'est de trouver un soutien social. Le soutien de votre famille, d'amis, de votre partenaire, un groupe, ça pourrait être un groupe au sein d'un coaching, d'une équipe, ça peut aider à rester motivé et à surmonter les différents obstacles au fur et à mesure de votre perte de poids. Donc ça, encore une fois, c'est un autre élément qui est très important, d'avoir du soutien. Pour ça qu'un coaching, je fais du coaching, c'est pour ça que j'en parle, mais pour les personnes également qui ont un coach, je pense qu'elles comprendront. D'ailleurs, si les personnes ont un coach et qu'elles trouvent que c'est un élément crucial pour perdre du poids à long terme,
mettez-le en commentaire, qu'on comprenne un petit peu vos motivations, mais comprenez bien que justement, le but d'un coaching, c'est également d'avoir un soutien. Donc, juste ayez un soutien social, c'est relativement important. Quels sont par contre les obstacles qui pourraient justement entraver votre adhésion? Et vous vous dites peut-être, tous les éléments que Louis, The Prep Dad, moi, que je viens d'évoquer sont justes et je les suis, mais pourtant je ne perds pas de poids. Mais vous rencontrez peut-être actuellement des obstacles dans votre perte de poids. Parmi les plus courants, j'ai listé la faim. Ce qu'on sait, c'est qu'encore une fois, lorsque vous êtes en déficit calorique, ça peut augmenter la faim, ça peut rendre plus difficile le régime à suivre, votre déficit à suivre, et également on sait qu'il y a une part génétique lorsqu'il s'agit de la faim. La deuxième chose, ce sont les envies de certains aliments, par exemple, en particulier des aliments, on va dire, qui sont riches en sucre, gras et sel en même temps. Ça peut saboter vos efforts. Si, encore une fois, vous en consommez et que vous vous retrouvez à être à la maintenance ou en surplus calorique. Le troisième obstacle que j'identifie souvent beaucoup en coaching, c'est le manque de temps. Et par là, j'entends soit un manque de temps, soit une organisation qui n'est peut-être pas la plus optimale. Et encore une fois, c'est si vous avez un emploi du temps chargé et que vous faites quelque chose de trop complexe, ça peut vous empêcher de perdre du poids. Tout simplement car vous allez vous sentir débordé et vous allez finir par commander sur Uber Eats. Et, j'allais dire le dernier, mais il en reste deux. Deux autres éléments qui sont des obstacles à l'adhésion. Les événements sociaux, les repas au restaurant, d'entreprise ou non, les fêtes, les autres événements, ça peut rendre ça plus difficile. Et le dernier élément, le stress, ça peut encore une fois potentiellement augmenter vos sensations de faim. Alors, j'ai pas envie de dire augmenter le cortisol qui peut favoriser le stockage des graisses. Ça serait possible, mais c'est pas spécialement le plus important. Souvent, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on est stressé, on a peut-être des émotions et une capacité de raisonner qui est un petit peu différente. Donc, ces éléments sont des obstacles à l'adhésion. Donc ça clôture un petit peu notre partie 1. Donc les obstacles à l'adhésion, la faim, les envies alimentaires, le manque de temps, les événements sociaux, le stress. Je pourrais ajouter un mauvais sommeil, mais on va en parler un petit peu après. Donc là, on a évoqué les 3 principes fondamentaux, en soit de la perte de poids, le déficit calorique, votre consommation en macronutriments et vos choix alimentaires, et l'importance de l'adhésion. Quels sont les facteurs maintenant également qui impactent la perte de poids? Et comprendre un petit peu la base. Là, on a vu une entrevue de quelque chose de global. Il y a plusieurs facteurs qui impactent la perte de poids, et je vais vous les lister. Le métabolisme de base, le niveau d'activité physique, votre composition corporelle, les adaptations métaboliques, les compléments alimentaires et quelques autres éléments, et on va évoquer ça ici. Je vais juste boire un petit coup du délicieux café qu'on m'a offert dans ce magnifique studio. Alors, le premier point, le métabolisme de base. Le métabolisme de base représente le nombre de calories que votre corps brûle au repos pour maintenir ses fonctions vitales, comme la respiration, la circulation sanguine et la température corporelle. C'est le plus grand consommateur en soi d'énergie de votre corps. Plus votre métabolisme de base est élevé, plus vous brûlez de calories au repos. Et ce métabolisme, il est impacté par plusieurs facteurs, notamment votre masse musculaire, votre âge, votre sexe et votre génétique. Votre masse musculaire, dans la mesure où on sait que le muscle est plus actif métaboliquement que la graisse. Donc plus vous avez de muscles, plus votre métabolisme de base est élevé. On sait que c'est peut-être... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, faites de la musculation, vous augmentez votre métabolisme de base. » C'est en réalité beaucoup moins de calories que ce qu'on pense. Ensuite, on a l'âge. Le métabolisme de base se diminue avec l'âge, en raison notamment de la perte de masse musculaire. Le sexe, les hommes ont généralement un métabolisme de base plus élevé que les femmes, potentiellement, notamment en raison de la masse musculaire plus importante. Et enfin, la génétique. Certaines personnes ont naturellement un métabolisme, on va dire, un petit peu plus rapide que d'autres, même si je crois que les variations entre les individus sont bien plus faibles que ce qu'on pense. Et c'est notamment dû au deuxième point,
et c'est le niveau d'activité physique. Donc l'autre facteur qui impacte votre perte de poids, c'est votre niveau d'activité physique. Ça a un impact significatif sur votre dépense totale. Plus vous êtes actif, plus vous brûlez de calories. L'exercice physique, évidemment, vous dépensez des calories, mais par exemple, le nombre de pas, et c'est là où le nombre de pas est devenu important ces dernières années. Alors, en réalité, c'est une évidence qu'on ne mettait pas assez en avant. Mais je pense également qu'aujourd'hui, on souligne le nombre de pas comme étant très important, car on a accès à des montres, des podomètres de plus en plus, et beaucoup de personnes en ont. Bon, là, j'ai pas sur moi, mais j'ai une montre où il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont une Oura Ring ou peu importe. Et donc, on sait que le nombre de pas, et du coup, ça fait partie de votre activité physique, permet d'augmenter grandement votre dépense totale. Donc ça, c'est la deuxième chose qui joue. Et donc souvent, ce qu'on voit, c'est votre coefficient d'activité physique, suivant votre métier, peut être très élevé. Par exemple, si vous travaillez sur un chantier 10 heures par jour, vous n'avez évidemment pas le même niveau d'activité que si vous travaillez comme professeur des écoles. Et encore, on va dire plus en bureau, tout simplement, parce que professeur des écoles, vous pouvez être amené quand même à marcher un petit peu plus pour coacher des professeurs des écoles. Alors, c'est pas la plus grande dépense, mais vous comprenez l'idée. La troisième chose qui impacte la perte de poids en soi, la composition corporelle. La proportion de muscles et de graisse dans votre corps, ça influence en soi votre métabolisme. Et comme on mentionnait précédemment, c'est notamment par rapport au fait que le muscle potentiellement brûle plus de calories que la graisse. Ça peut impacter ça. Le quatrième point, et là j'aimerais mettre ça au clair, on va parler des adaptations métaboliques. Les adaptations métaboliques, oui, ça impacte la perte de poids. Lorsqu'on suit un régime pour perdre du poids, un déficit calorique, votre corps tente de s'adapter pour conserver de l'énergie, ce qui peut rendre la perte de poids plus difficile avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Alors, en fait, on a plusieurs choses. On aurait potentiellement une légère diminution du métabolisme de base, mais les adaptations métaboliques, c'est sûrement bien moins important que ce qu'on pense, mais je vais revenir à un point après très important. Je vous ai dit, diminution du métabolisme de base. Mais en fait, surtout, ça serait une augmentation de la faim. Et ça, c'est ce qu'on voit. C'est les hormones qui régulent la faim, comme la leptine et la gréline, peuvent être affectées par votre déficit calorique. Ce qui peut augmenter votre sensation de faim et rendre plus difficile le respect de votre déficit. Ça, c'est quelque chose de bien plus important. Ensuite, on pourrait également avoir une diminution de votre NEAT. Votre NEAT, je le rappelle, c'est la dépense énergétique non liée à l'exercice, comme les mouvements inconscients que vous faites. Par exemple, ce que je suis en train de faire avec la main, en soi, bon, alors là, c'est conscient. Mais quand je le faisais et que je parlais, c'était inconscient. Ça, c'est une dépense non liée à l'exercice. Et donc ça, c'est surtout ça, ce qu'on voit. C'est qu'au fur et à mesure d'un déficit, on a une diminution de cette dépense non liée à l'exercice, les mouvements inconscients, vos déplacements inconscients, les gigotements que vous allez faire pour économiser de l'énergie. Et c'est notamment ce qu'on voit, et ce que j'ai pu voir avec des bodybuilders, et c'est par exemple avec Florian, j'en parlais, lors de sa préparation pour le Taïwan Pro, je lui ai fixé un nombre de pas. C'est la première préparation où on lui a fixé un nombre de pas, car il ne travaillait pas spécialement comme ça avant. C'était pas facile à faire, mais ça le force à bouger. Et il m'avait dit, je crois, pour sa préparation pour le Texas Pro, si je ne me trompe pas, il avait beaucoup moins tendance à bouger et peut-être un peu plus rester chez lui. Et c'est ce qu'on voit avec beaucoup de bodybuilders. Et ce que j'ai pu voir, c'est que si on ne leur impose pas, par exemple, un nombre de pas, leur nombre de pas sera faible parce que plus votre fatigue augmente, plus vous allez avoir tendance à vouloir rester chez vous. Surtout, par exemple, si vous travaillez à la maison. Donc, ça, c'est également quelque chose que l'on voit. Également, un autre point, ça c'est un autre fait, c'est que le corps il devient plus efficace potentiellement à utiliser les calories, ce qui signifie qu'il brûle moins de calories pour effectuer les mêmes tâches. C'est autre chose lors d'une perte de poids. Et enfin, on pourrait potentiellement avoir des modifications hormonales, mais les modifications hormonales, par exemple la thyroïde, ça peut contribuer à ces adaptations métaboliques, et également surtout, je le répète, les hormones de la faim, la leptine et la gréline, si ça impacte vos signaux de faim et que vous avez plus tendance à vouloir sortir de votre total calorique autorisé lors de votre déficit, là, ça pose un problème à votre adhésion. Donc, encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une réponse naturelle à la restriction calorique
ces adaptations métaboliques, et on en voit dans de nombreuses études, et c'est important juste de comprendre ça pour savoir ce que l'on peut faire. Est-ce que l'on peut faire quelque chose par rapport à la diminution de son métabolisme de base? Bon, pas spécialement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à l'augmentation de la faim? Sûrement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à votre diminution du NEAT? Sûrement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose face au fait que votre corps est plus apte à utiliser l'énergie? Ça, on peut rien y faire. Par rapport aux modifications hormonales, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Pas vraiment. Donc on voit qu'on a des facteurs qui sont modifiables quand même. Et justement, quelles sont les stratégies pour minimiser ces adaptations métaboliques? En fait, on pourrait en lister quelques-uns. Là, j'en ai listé. C'est-à-dire, déjà, le maintien d'un apport en protéines adéquat. Parce que ça permet de préserver la masse musculaire et potentiellement minimiser la diminution du métabolisme de base. Bon. La deuxième chose et le deuxième point, maintenir un entraînement en résistance régulier, car on sait que ça aide à maintenir, à construire de la masse musculaire, ce qui soutient le métabolisme. La troisième chose, c'est de se fixer un nombre de pas. Et pourquoi est-ce que c'est important? Pour pouvoir être sûr qu'on maintient à peu près la même chose. Si vous vous fixez, je ne vous dis pas que de vous fixer 20 000 pas par jour. On en a parlé dans le dernier podcast avec Florian. Mais par exemple, se fixer un nombre réaliste pour vous. Vous êtes en bureau, vous faites normalement 5 000 pas. Vous allez choisir de changer vos habitudes, de vouloir perdre du poids. Vous fixez ça à 7 500. Fixez-le tout le long. Je ne vous demande pas de l'augmenter ou de le diminuer, mais ça vous permet de le standardiser. Et non pas de vous dire, normalement je faisais 5 000 pas au bureau, et au fur et à mesure où votre déficit avance et vous êtes fatigué, vous vous retrouvez à la fin à faire 3 750 pas. Vous comprenez l'idée. Le troisième point qui pourrait être important, ça serait de faire des diet breaks, des pauses au niveau de votre déficit, c'est-à-dire des pauses qui sont planifiées où vous augmentez temporairement votre apport calorique et ça peut aider à minimiser ces adaptations métaboliques et surtout à diminuer potentiellement vos sensations de faim, à vous donner des... alors, j'aime pas le terme de récompense, mais à vous donner des moments dans votre long déficit potentiellement où c'est plus facile. Et enfin, en fait, faites n'importe quoi pour pouvoir adhérer. Et du coup, le quatrième point, ça serait peut-être de regarder votre volume alimentaire. Vous avez très faim. Est-ce que vous faites les choix alimentaires nécessaires pour minimiser ces sensations de faim, en ayant notamment un bon volume alimentaire? Et ça, c'est important. Donc ça, c'était le point sur les adaptations métaboliques, qui était du coup, comme vous l'avez vu, un petit peu long. On a ensuite, comme facteur qui impacte la perte de poids, les compléments. Car oui, certains compléments peuvent aider à soutenir la perte de poids, et je pense notamment à la caféine. On l'a vu dans le précédent podcast, en réalité, la caféine, ça peut stimuler légèrement le métabolisme et augmenter la dépense énergétique, mais c'est sûrement relativement minime. Mais deux autres compléments qui peuvent être intéressants lors de la perte de poids en soi, la créatine. Pourquoi? Parce que ça peut améliorer les performances et donc vous aider lors de votre déficit. Et enfin, je voulais quand même le mentionner parce qu'on n'en parle jamais, mais la protéine en poudre, ce qui est bien en déficit calorique, c'est que si vous n'êtes pas habitué à avoir un apport en protéines élevé, c'est un moyen facile de vous aider à atteindre vos besoins en protéines quotidiens. Et c'est important pour conserver votre masse musculaire. Donc, n'ayez pas peur d'en prendre. Souvent, c'est une bonne option qui est moins chère également. Pause café. Et on voit les derniers points autour des facteurs impactant la perte de poids. Je fais une pause café, comme ça vous pouvez boire un café également. Et les derniers facteurs qui impactent la perte de poids sont les suivants. Alors si j'arrive tout simplement à les lister sur mon ordinateur. Le stress. En fait, le stress chronique, le problème, c'est que ça peut notamment... Alors oui, ça impacte votre production de cortisol, mais ce qu'on voit, c'est que potentiellement les choix que vous allez faire seront peut-être parfois moins raisonnés sous le coup de l'émotion avec le stress, potentiellement également une augmentation de vos hormones de la faim. Et comment faire pour gérer le stress? L'exercice physique, évidemment, ça aide. La méditation, passer du temps dans la nature, sont des choses qui peuvent réellement aider. Et également, alors je crois avoir un animal, ça peut aider, de compagnie, genre un chat ou un chien. Le deuxième point qui pourrait impacter votre perte de poids, ça serait la génétique.
ça joue un rôle potentiel dans votre prédisposition à perdre ou à prendre du poids. C'est pas une fatalité. Vous avez le contrôle sur vos choix et votre mode de vie dans certains degrés. Je ne vous demande pas de changer de métier, etc. Mais c'est pas une fatalité. Mais je tiens à le mentionner car ça rentre en compte. Le sommeil, alors ça c'est le plus important. Et souvent, alors il y a des personnes qui vous rabâchent le sommeil, c'est super important, mais qui vous expliquent pas pourquoi. Mais réellement, le sommeil, ce qui importe en déficit, c'est que ça peut impacter vos hormones de la faim, de l'appétit. Et si vous avez plus faim et que vous avez moins tendance à suivre votre déficit calorique, vous ne perdrez pas de poids. Il y a 2 choses qui sont importantes. On pourra faire tout un podcast autour du sommeil. Si vous le souhaitez, mettez-le en commentaire. S'il y a de l'engouement, je ferai un podcast sur le sommeil. On m'a demandé de faire un podcast sur la digestion et c'est actuellement en cours de rédaction. Donc, il y aura un podcast sur la digestion dans, je pense, quelques semaines. Et donc, le sommeil, pourquoi ? Il y a 2 choses importantes, je disais. La régularité en termes des heures de coucher et de lever et la durée globale. Et je crois que les 2 éléments, alors, j'ai pas envie de dire soit à importance égale, mais ont tous les 2 un rôle très important. Et donc, si je devais conclure par rapport à ces facteurs qui impactent la perte de poids, la perte de poids, c'est un processus complexe qui est impacté par de nombreux facteurs. Et si vous comprenez tout ce que j'ai dit juste avant, et si vous adoptez les stratégies les plus efficaces, vous pouvez atteindre vos objectifs de perte de poids d'une manière durable. Et justement, quelles sont les méthodes, et on en vient à la partie 3 de ce podcast, quelles sont les méthodes et les stratégies de perte de poids ? Je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais vous parler des régimes alimentaires populaires, d'autres choses qui existent, de l'importance de la qualité nutritionnelle, de la gestion du stress et du sommeil, et de votre suivi de progression. La première chose, c'est au niveau des régimes alimentaires populaires, on en a plusieurs. J'ai listé 3 choses qui me semblaient relativement intéressantes ici. J'ai listé le régime cétogène, juste pour en parler, le jeûne intermittent et le déficit agressif. Je pense que le dernier point va en intéresser beaucoup. En fait, déjà, le régime cétogène, c'est un régime très faible en glucides et riche en gras qui, potentiellement, obligerait le corps à utiliser les graisses comme principale source d'énergie grâce à la cétose. Je vais vous lister les avantages et les inconvénients. Les avantages, ça serait potentiellement une amélioration de la sensibilité à l'insuline et de la glycémie. Chez certaines personnes, elles identifient ça comme une augmentation également de leur clarté mentale. Et surtout, le 3e point, c'est on a souvent une perte de poids rapide. Mais la perte de poids rapide en régime cétogène, elle est souvent due, vu qu'on ne consomme plus de glucides, qu'on perd en stock de glycogène et également un petit peu de rétention d'eau. Donc c'est souvent dû à ça. Les inconvénients, souvent ce qu'on voit, ça peut être de la fatigue, des maux de tête et également de la constipation. Bah oui, si vous consommez un taux de fibres qui n'est plus adéquat, voilà. Également, le 2e risque, ça serait un risque de carence nutritionnelle. C'est si vous ne planifiez pas bien votre régime cétogène, regardez les fruits, les vitamines et les minéraux que vous avez dans les fruits et les légumes, et vous allez vite comprendre le problème. Et enfin, c'est difficile à suivre sur le moyen long terme parce que vous avez des restrictions alimentaires qui sont très importantes. Donc, là, ce sont les avantages et les inconvénients de la diète cétogène. La 2e méthode populaire que l'on a, c'est le jeûne intermittent. Et le jeûne intermittent, c'est un modèle d'alimentation qui altère des périodes de jeûne et d'alimentation plutôt qu'un régime restrictif en termes d'aliments spécifiques. Par exemple, ça serait quelque chose comme 16 heures de jeûne, 8 heures où vous vous alimentez. Donc, par exemple, vous vous alimentez entre 12 heures et 20 heures, et entre 20 heures et 12 heures le lendemain, vous ne vous alimentez pas. J'ai beaucoup de personnes qui ont fait ça. D'ailleurs, on en a parlé dans le premier podcast avec Florian, le premier podcast de la chaîne. On parle de sa préparation pour le Taïwan Pro. Il avait fait ça pour le Taïwan Pro. Ça marche très bien. Bon. Mais pourquoi est-ce que ça marche ? Les avantages. C'est simple à mettre en place. Ça peut être plus facile que de mettre en place des régimes restrictifs en termes d'aliments. C'est très simple de se dire je ne mange pas entre cette période-là et cette période-là. La 2e chose, c'est
En réduisant la fenêtre d'alimentation, on réduit souvent naturellement l'apport calorique. Et par exemple, si vraiment vous vous lancez dans votre perte de poids, ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous ne faites aucun ajustement, juste ça vous enlève peut-être un repas de votre journée, vous avez un peu plus de protéines ailleurs, vous perdez du poids. Ça peut être une première approche sans tracking. Et également, ça pourrait potentiellement aider à améliorer la sensibilité à l'insuline. Mais ce que j'identifie également, surtout sur le jeûne intermittent, et là c'est ce que je mentionne, c'est très simple à mettre en place. Les inconvénients, c'est que potentiellement, si vous n'êtes pas habitué, il y a des risques de fringales, par exemple, le matin. Et ces fringales pourraient entraîner une suralimentation lors des périodes où vous allez vous alimenter. Par exemple, vous mourrez de faim à 10h, et à 12h, pour le déjeuner, vous allez manger beaucoup plus de calories que ce qu'il faudrait pour être en déficit. La deuxième chose, ça serait potentiellement l'impact sur les performances. En fait, c'est si vous vous entraînez le matin et que vous ne vous nourrissez pas et que vous n'avez pas l'habitude, et ça peut potentiellement avoir un impact sur vos performances. Et la troisième chose, c'est que je vois chez certaines personnes, ça peut potentiellement être difficile de s'adapter. Et donc, il y a une difficulté d'adaptation, car ça peut être difficile à respecter au début, surtout si vous êtes habitué à manger 6 repas par jour et à manger le matin. Donc, prenez également ça en compte, ça peut potentiellement être compliqué. Donc ça, c'était le deuxième régime alimentaire populaire. Le troisième, c'est pas vraiment un régime alimentaire, mais c'est un moyen de faire. C'est le déficit agressif. C'est-à-dire un déficit important par rapport à vos besoins énergétiques quotidiens pour entraîner une perte de poids plus rapide. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, on pourrait lister la motivation accrue, voir des résultats rapides sur la balance, et même visuellement, ça peut être très motivant et ça peut vous encourager à poursuivre vos efforts. La deuxième chose, c'est ce qu'on voit sur pas mal de recherches, c'est également la réduction de la faim. Des études suggèrent qu'un déficit calorique important peut entraîner une diminution de la faim par rapport à un déficit par rapport à un déficit plus modéré, contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait penser. Car au contraire, naturellement, on va se dire « Ah, tu fais un déficit agressif, tu vas avoir plus de sensations de faim. » C'est pas ce qu'on voit. La troisième chose, c'est également une meilleure gestion du temps. Pour certaines personnes, c'est préférable de faire un déficit agressif car elles savent que ça va durer entre 4 et 8 semaines et qu'après, ça sera fini. Peut-être avec des périodes de diet break, de refeed, etc. Et du coup, le dernier avantage du déficit agressif, c'est évidemment la perte de poids rapide, car un déficit calorique important, ça force le corps à puiser dans ses réserves de graisse plus rapidement. Quels sont les inconvénients ? Les inconvénients, ça serait n'importe quelle difficulté d'adhésion. C'est si vous avez du mal à adhérer, ne le faites pas. La deuxième chose, ça serait potentiellement la fatigue et l'irritabilité qu'on pourrait voir chez certaines personnes. La troisième chose, ça serait les risques de perte de masse musculaire si vous êtes un individu relativement entraîné avec un taux de masse grasse qui n'est pas super élevé. Et donc, je pense qu'un déficit agressif, si vous avez eu quelconque problème de santé avant, si vous avez potentiellement toujours des troubles du comportement alimentaire, si vous êtes un individu qui est un bodybuilder musclé avec un taux de masse grasse pas très élevé, c'est peut-être pas la meilleure approche. Mais donc, justement, ce déficit calorique agressif, ça peut être efficace pour perdre du poids rapidement, mais pesez encore une fois le pour et le contre. Ça doit être envisagé avec prudence et adapté aux besoins et aux capacités. Donc faites-vous accompagner par un professionnel compétent si possible. On a également d'autres méthodes qui existent. Je ne vais pas toutes vous les lister, mais en fait, le deuxième podcast, Les méthodes en nutrition, parle de toutes ces méthodes. Allez le voir, je pense que ça vous sera bénéfique. Mais il existe une multitude de méthodes pour s'alimenter, le régime méditerranéen, le régime paléo. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre une chose comme ça. Ce que vous devez suivre, rappelez-vous ce qu'on a vu dans les principes fondamentaux de la perte de poids: calories, répartition des macros, adhésion. Ça, c'était par rapport aux différents types d'alimentation un petit peu connus. Ensuite, on a l'importance de la qualité nutritionnelle. Il faut dépasser le simple comptage de calories lorsque vous êtes en déficit. Se concentrer uniquement sur le comptage des calories lorsque vous faites un déficit et une perte de poids, ça ne garantit pas nécessairement que vous allez être en bonne santé. Oui, la qualité des aliments que vous consommez a une importance. Pourquoi ? Tout simplement car ça vous assure d'avoir un apport en micronutriments
qui est essentiel. Les aliments non transformés, souvent, sont riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants, essentiels pour la santé et le bon fonctionnement de l'organisme. Le deuxième point, c'est que ça vous permet sûrement de gérer la faim. Car une alimentation, encore une fois, souvent non transformée, où vous avez des fruits et des légumes, ça vous aide sûrement à avoir une meilleure gestion de la faim, une meilleure adhésion à long terme, vous allez avoir un bon volume alimentaire, des fibres, des choses dont vous avez besoin. La troisième chose, c'est également la qualité nutritionnelle, ça impacte votre énergie souvent, et ce qu'on voit, c'est que si c'est riche en nutriments, en vitamines et en minéraux, vous avez souvent, on va dire, une plus grande vitalité. Et enfin, et le dernier point, et j'en ai parlé un peu par rapport à la gestion de la faim, c'est évidemment la satiété. Les aliments riches en nutriments, tels que les fruits, les légumes, les protéines, sont plus rassasiants que les aliments transformés et vous aident à vous sentir plus satisfait avec moins de calories. Donc, oui, la qualité nutritionnelle, ça compte. Même si on sait ce qui est le plus important, ce sont les calories, la qualité nutritionnelle compte. Un autre point important par rapport aux stratégies pour perdre du poids, ça sera la gestion de votre stress et de votre sommeil. En fait, ce qu'on sait, c'est que le stress et le sommeil peuvent avoir... Enfin, si vous êtes très stressé et que vous dormez mal, ça peut avoir un impact négatif sur votre perte de poids, notamment par rapport à la régulation des hormones qui régulent l'appétit. Ça peut rendre plus difficile, encore une fois, la gestion de votre déficit. Donc, bon, on l'a vu, on pourra peut-être faire un podcast sur le sommeil, ça sera un peu plus simple pour en parler, mais c'est important, mais je vais essayer de vous donner quelques conseils pour gérer votre stress et améliorer votre sommeil. Faire de l'exercice, ça on l'a vu juste avant, et c'est un moyen de gérer le stress et d'améliorer la qualité du sommeil. Le deuxième point, c'est de tenter de créer une routine et un rituel de sommeil relaxant. C'est-à-dire, éteignez vos écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Pourquoi pas, on voit certaines personnes qui conseillent de prendre un bain chaud. Alors, j'ai pas de baignoire, donc... non, alors je n'utilise pas ma baignoire, donc je ne sais pas. Lisez un livre, ça c'est important. Si par exemple on recommande d'arrêter les écrans au moins 1 heure avant de dormir, c'est par rapport à votre exposition à la lumière bleue. Donc, on évite. Et quand on dit également rituel de sommeil, c'est à peu près toujours aux mêmes heures. Et enfin, pratiquer des techniques, on va dire, de relaxation, méditation, yoga, respiration profonde. Si vous êtes très stressé, ça peut vous aider à réduire le stress et pourquoi pas vous faire encadrer par un professionnel de santé autour de cela. Ça peut être intéressant. Et enfin, en dernière méthode et stratégie pour perdre du poids, c'est tout simplement le suivi de votre progression et essayer de traquer au maximum votre progression. Alors, déjà, la première chose que je vous conseille, c'est de se peser régulièrement. Le plus souvent possible, si vous n'avez pas de problème avec votre poids corporel. Si vous me dites « ça ne me dérange pas de me peser tous les jours », pesez-vous tous les jours, faites la moyenne sur la semaine, regardez l'évolution de la moyenne. La deuxième chose, le tour de taille, ça peut être intéressant à prendre en compte. Et même chose, le tour de taille, regardez la moyenne. Je ne vous dis pas de le prendre tous les jours, mais regardez peut-être la moyenne sur le mois ou prenez-le 2-3 fois par semaine et regardez la moyenne. C'est souvent un peu plus intéressant. Le troisième élément, prenez des photos. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre corps, prenez des photos. Parce que dans 3-6 mois, lorsque vous aurez atteint vos objectifs et que vous regarderez ce que vous avez fait, vous serez extrêmement satisfait et extrêmement fier de vous. Faites-le, ça permet encore une fois de visualiser vos changements physiques. Également, un des conseils, et c'est un petit peu bête, mais traquez vos données, que ce soit là en termes de calories, donc utilisez peut-être une application pour les traquer, et notez ce que vous mangez, ça peut vous aider à identifier les tendances de ce que vous faites et apporter les modifications nécessaires à votre alimentation. En fait, par exemple, vous n'êtes pas obligé de traquer votre alimentation, mais il y a quelque chose de bien à le faire, c'est d'évaluer là ce que vous pourriez potentiellement mieux faire. Il y a des applications de tracking comme Chronometer, comme MyFitnessPal qui peuvent vous aider. Vous pourriez très bien avoir un tableur Google Sheet où vous rentrez vos données dedans. Une application de coaching avec votre coach, peu importe. Et la dernière chose, encore une fois, écoutez votre corps, et par là j'entends traquez quand même un petit peu vos niveaux d'énergie, votre humeur, vos sensations de faim, votre satiété, c'est quelque chose de très important. Et évidemment, pour un suivi qui prend en compte un petit peu tout ça, si vous êtes intéressé par perdre du poids,
Le lien est dans la bio pour le coaching avec mon équipe The Prep Family, où moi-même, on a des centaines de résultats. Et si ça peut vous aider, vous savez, si vous écoutez les podcasts, les méthodes que j'emploie et plutôt les grands principes qu'on respecte, le but, c'est d'avoir un réel suivi avec vous. Et donc, la perte de poids globale, ça est durable. C'est une approche globale, qui prend en compte, oui, vos calories, mais aussi votre qualité de l'alimentation, mais également votre gestion du stress, du sommeil, votre tracking de votre progression et bien d'autres facteurs encore. Et donc, on en vient à la dernière partie de ce podcast. L'adhésion à long terme et la prévention de cette reprise de poids. En fait, déjà, il y a une chose, et il y a plusieurs points à prendre en compte. On va parler de gérer les envies alimentaires, de tenter de développer une sorte de motivation également autour de ça, adopter certaines habitudes, et surtout avant, j'aimerais parler de l'importance de l'activité physique. Et de nombreuses recherches suggèrent que l'exercice physique joue un rôle majeur dans la prévention de la reprise de poids après un régime. Les personnes qui pratiquent une activité physique régulière sont plus susceptibles de maintenir leur perte de poids que celles qui ne le font pas. Et ça contribue à compenser la réduction du métabolisme induite par le régime, par exemple, ce qui peut favoriser la reprise de poids. Bon, alors, dans certaines mesures. Et également, il y a certaines études qui suggèrent que juste implémenter un exercice physique, ça peut améliorer le respect, tout simplement, de votre total calorique et de vos objectifs que vous vous fixez. Et donc, encore une fois, je n'ai pas spécialement de recommandations à faire vis-à-vis de l'activité physique, si ce n'est que vous pouvez faire une activité que vous aimez, que ce soit de la musculation, du crossfit, de l'escrime, du polo, du badminton, de la marche, de la course, du vélo, ce que vous voulez. Le deuxième point, c'est comment est-ce que vous faites pour adhérer à long terme, prévenir cette reprise de poids et donc gérer les envies. Et ce que certaines personnes appellent les écarts. En fait, pour gérer les envies et les choses qui sont potentiellement non traquées, il y a plusieurs éléments importants. Le premier élément que je vous conseille, ça peut souvent enlever une source de stress, c'est tenter de planifier vos repas libres, vos repas non traqués. C'est-à-dire, si vous savez que vous allez au restaurant chaque semaine, tentez de planifier un certain jour, ça peut paraître bête, mais ça vous permet de planifier à l'avance ce que vous pourriez faire la journée pour rester dans un total calorique acceptable par rapport à votre objectif. La deuxième chose, et le deuxième élément, c'est de tenter d'avoir évidemment et de maintenir un taux en protéines relativement élevé toute l'année et de choisir des aliments, riches en protéines pour avoir votre total sur la journée. La troisième chose, c'est d'augmenter votre consommation de fibres, car les fibres, ça peut encore une fois augmenter votre sensation de satiété, les fruits, les légumes, les céréales complètes. Et la dernière chose, et ça peut aider notamment lorsque vous sortez d'un déficit calorique, que vous tentez de maintenir, éviter les calories liquides. Souvent, c'est une bonne chose, car les calories liquides, elles sont faciles à consommer en grande quantité sans se sentir rassasié. Et vous avez de nombreuses boissons aujourd'hui qui sont sans calories et qui peuvent vous aider à avoir, par exemple, un goût sucré si vous le souhaitez. Donc, ça peut être une idée pour gérer un petit peu ces envies-là. Une autre chose importante, c'est d'entretenir la motivation. Vous avez perdu du poids, comment est-ce que vous restez motivé ? Déjà, si vous êtes actuellement en perte de poids, je vais vous dire une phrase qui est absolument stupide, mais qui est réelle. La perte de poids est un processus qui prend du temps et demande de la patience. C'est un marathon, pas un sprint. Voilà, je déteste cette phrase, mais vous comprenez l'idée. En fait, c'est plus dans l'approche globale où c'est un marathon, pas un sprint. C'est comprendre tout ce qu'il y a autour du déficit calorique. Et il y a quelques conseils pour rester motivé sur le long terme. Ça reste les mêmes un petit peu qu'avant. C'est se fixer des objectifs réalistes, car si vous vous fixez des objectifs, on va dire, qui sont trop ambitieux, ou d'ailleurs peut-être trop long terme, ça peut entraîner de la frustration et du découragement. Concentrez-vous, et ça c'est le deuxième point, sur les progrès et non sur la perfection. C'est normal, de temps en temps, d'avoir des repas qui sont non traqués. C'est normal de ne pas réussir à faire tous les jours. C'est 12 000 pas. Ne vous laissez pas décourager par les petits écarts que vous pourriez faire par rapport à ce que vous aviez prévu et par rapport à ce que vous pensiez que vous auriez pu faire. Concentrez-vous sur vos progrès globaux. Également, c'est quelque chose d'extrêmement important.
dans n'importe quelle communauté, et c'est ce qu'on essaye de mettre dans The Prep Family Circle. C'est totalement gratuit. Si vous n'êtes pas dans The Prep Family Circle, le lien est dans la description. Vous pouvez partager vos victoires et vos réussites. Ça, c'est très important. Célébrer ses réussites, ça fait partie d'un processus pour maintenir sa motivation. Prenez le temps, alors que ça soit partagé avec les autres, mais rien que pour vous-même. Prenez le temps de reconnaître vos réussites et vous récompenser pour vos efforts. Et par récompenser, j'entends dire, j'ai réussi à faire ça, je m'octroie une... Alors que ça peut être une récompense qui soit... C'est pas une récompense, on parle pas spécialement d'aliments ni rien, mais ça peut être de n'importe quelle manière en soi. Ça peut vous aider à rester motivé, à maintenir le cap. Partagez vos victoires avec un groupe de personnes qui va venir réellement vous aider. C'est ce qu'on essaye de mettre en place dans The Prep Family Circle. C'est un forum, on va dire, une application où vous pouvez partager vos victoires, où vous avez du contenu éducatif gratuitement. Et faites-le, inscrivez-vous, je pense que c'est très bien pour vous. Trouvez, et ça rejoint le point précédent, trouvez un système de soutien également. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans vos efforts. Et enfin, adoptez une vision à long terme. La perte de poids, ça consiste pas seulement à atteindre un objectif à court terme, mais à adopter un mode de vie sain et durable. Concentrez-vous sur les changements que vous pouvez maintenir à long terme. Et quels sont les conseils pratiques que je pourrais vous donner? Même chose qu'avant, suivre vos progrès, vous récompenser, mais pas spécialement en nourriture, c'est-à-dire une nouvelle tenue de sport, une sortie entre amis, vous allez au cinéma, un massage, j'en sais rien. Visualisez également votre objectif. Imaginez-vous en train d'atteindre votre objectif de perte de poids. Ressentez les émotions positives associées à cette réussite. La visualisation, c'est également très important pour atteindre vos objectifs. Et également, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous les raisons qui vous ont poussé à vouloir perdre du poids. Et une autre chose, traquer, tenir un journal alimentaire, traquer un petit peu pour savoir, encore une fois, prendre conscience de vos habitudes alimentaires. Et comment... Donc là, ce sont les points autour d'entretenir la motivation, etc. Mais au-delà d'entretenir la motivation, pour également maintenir cette perte de poids, vous voulez développer des habitudes alimentaires saines. Et donc, c'est essentiel. Voici quelques conseils que je vais vous donner pour entretenir ces habitudes et développer ces habitudes. Privilégiez les aliments non transformés, plus nutritifs, moins caloriques que les aliments transformés. Je ne vous donne pas un pourcentage. La règle du 80-20, c'est stupide. J'en ai parlé sur Instagram, j'en ai déjà parlé, je pense, sur YouTube à certains moments. Voilà. Deuxième chose, tentez de cuisiner si vous le pouvez. Ça va vous permettre de contrôler les ingrédients, les portions de vos repas. Le troisième élément, c'est souvent plus dur à faire. C'est de manger en pleine conscience. Prenez le temps de savourer vos plats et de prêter attention aux signaux de satiété de votre corps. Quatrième élément pour développer ces habitudes, planifiez vos repas, préparez vos repas à l'avance. Ça peut vous aider à faire de meilleurs choix. Et enfin, cinquième élément qui est un peu plus intéressant, que certaines personnes ne font pas, faire une course avec des listes et s'y tenir. Ça va vous aider à acheter uniquement les aliments dont vous aurez besoin et éviter les tentations. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Commencez par des petites modifications. Soyez patient, faites-vous plaisir de temps en temps et ça compte réellement. Et introduisez ces changements d'une manière graduelle. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup, mais introduisez des changements progressifs dans votre alimentation. Et donc, si je devais conclure cette partie sur l'adhésion à long terme et la prévention de la reprise de poids reposent sur l'adoption de ce mode de vie, on va dire, sain et durable, qui comprend une alimentation qui vous correspond, qui est équilibrée suivant vos besoins, une activité physique régulière, une gestion efficace de vos envies et de la motivation. Rappelez-vous que la perte de poids est un processus qui prend du temps, de la patience, de la persévérance, de la bienveillance envers soi-même. Et qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion ? Déjà, dites-vous que ce que vous vous dites, peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites que c'est impossible, mais il y a des centaines et des centaines de personnes qui l'ont fait, des centaines de milliers de personnes qui l'ont fait, qui ont réussi à se transformer. Je ne parle pas spécialement du coaching avec moi, mais d'une manière générale, des transformations incroyables et des personnes qui ont maintenu. Et justement, on est souvent biaisé par rapport aux réseaux sociaux à suivre des personnes et à les envier. Suivez
des personnes qui vous motivent. Suivez des personnes qui vous inspirent. Suivez des personnes qui vous donnent confiance en vous. Ne suivez pas des personnes que vous enviez. Je vois beaucoup de personnes qui suivent des personnes qu'ils envient, et des hommes qui suivent d'autres hommes, ou qui envient des femmes qui suivent d'autres femmes qu'elles envient. Il n'y a pas d'intérêt que vous jalousez, il n'y a pas d'intérêt. Suivez des personnes qui vous motivent. Je pense que c'est un des trucs qui peut réellement vous aider pour votre perte de poids. Donc, pour conclure ce podcast, déjà, pour la perte de poids, ayez une approche qui est pluridisciplinaire. Une approche globale. Vous voulez avoir une approche globale avec l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le stress, le bien-être mental. C'est encore une fois quelque chose que vous devez faire pour vous. Ça doit être un voyage personnel pour vous-même. Et essayez là, si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, si vous n'avez pas pris de notes, revenez sur le podcast, prenez des notes. Je fais exprès maintenant, je mets les chapitres, vu qu'on me l'avait demandé. Et essayez, si votre objectif aujourd'hui c'est de perdre du poids, de mettre en pratique au moins un conseil du podcast. De se fixer un petit objectif réaliste pour les semaines à venir. Essayez de faire ça et je pense que ça sera la meilleure chose. Vous avez encore une fois regardé ce podcast durant 1 heure, ou écouté ce podcast durant 1 heure. Retenez une chose de ce podcast, mettez-la en pratique, ça sera une grande victoire pour moi. Envoyez-moi un message ou un mail à coaching@theprepdad.com ou un message sur Instagram en me disant « Ah ben j'ai fait ça, j'ai réussi ». Ça sera extrêmement, on va dire, gratifiant pour moi et je serai très content. Donc voilà, c'était Louise, The Prep Dad. J'espère que ce 3e podcast de l'année vous aura plu. La semaine prochaine, je ne sais pas encore si j'aurai un invité ou non. J'ai des invités qui arrivent bientôt. Mais en attendant, prenez soin de vous et on parle la semaine prochaine.